vous êtes bien sur la première. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. C'est une victime. Nous commencerons par le témoignage d'une victime d'usurpation d'identité. Cette sportive de Mamoudzou déclare avoir été volée par une collègue de son club d'athlétisme. Nous entendrons son histoire dans un instant. Un itinéraire provisoire, mais bien plus risqué pour les élèves. Pour éviter de passer en bus scolaire sur le pont de Dzoumogné, les élèves doivent faire les derniers mètres à pied. Une nouvelle source d'inquiétude pour les familles. Enfin, le 3e hélicoptère mis en service à Mayotte. L'appareil est arrivé cette semaine, destiné au tourisme et au transport de charge. Il pourra aussi être déployé en cas de feu de forêt. Mais écoutons d'abord ce témoignage édifiant d'une sportive victime d'usurpation d'identité. Une athlète, Soua, soupçonne l'une de ses partenaires de s'être fait passer pour elle pour quitter le territoire. Géraldine Lui et Génial Atoumani l'ont rencontrée au club d'athlétisme de Mamoudzou. Elle a porté plainte en février dernier pour usurpation d'identité contre X. Mais dans sa déclaration, Soua, membre du club d'athlétisme de Mamoudzou, soupçonne l'une de ses ex-collègues, partie depuis vivre en métropole. Cette dernière, en situation irrégulière, lui aurait demandé quelques semaines auparavant de lui passer son passe sanitaire, ce qu'elle refuse. Cependant, lorsque Soua doit se faire vacciner contre le Covid, une surprise de taille l'attend. Je suis allée le 6 février faire une dose de vaccination et que quand l'ARS a rentré les données, a été surpris que j'ai déjà fait une dose de vaccination le 18 janvier alors que j'étais au cross. Donc suite à cela, le cross a fait une lettre et donné la feuille d'émargement du 18 janvier que je ne peux pas être à 2 endroits en même temps, de 8h à 16h, j'étais en formation. Elle décide alors de contacter celle qu'elle accuse. On s'est texté par WhatsApp quand je tout de suite eu les soupçons, soi-disant. Elle a pris la carte d'identité de sa sœur pour repartir en métropole. Depuis, plus de nouvelles. La sportive décide alors de faire part de ses soupçons à son club. Mais là aussi, c'est silence radio. Personne n'a réagi. J'ai en parlé au président. Il n'a pas daigné en parler. Je suis écœurée. Et je me dis, là, je me trouve toute seule sur l'histoire, alors que ça peut arriver à n'importe qui dans l'association. Malgré nos sollicitations, le président du club d'athlétisme de Mamoudzou n'a pas souhaité réagir, prétextant que l'affaire était entre les mains de la justice et ne concernait finalement que Soua et son ex-collègue. En jouant, la cargaison tant attendue est enfin là. La livraison de 1000 tonnes de riz est arrivée cette nuit au port de Moutsamoudou. Toute la journée, la distribution s'est faite sous haute surveillance des militaires armés. Faiza Souley Youssouf, Ibrahim Youssouf étaient sur place. La cargaison de riz tant attendue est enfin arrivée au port de Moutsamoudou au petit matin. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle est sous bonne escorte. Au port, des militaires armés nous ont empêchés de filmer ou de prendre des photos. Ordre venu d'en haut, se sont-ils justifiés? Une mesure de sécurité, disait-il. Il régnait une certaine tension. Nous avons donc préféré rebrousser chemin. Direction le cœur de Moutsamoudou, place Ndoni. Une foule regarde le déchargement du riz. Nous sommes là, le cœur rempli de joie, puisque le bateau est enfin arrivé à bon port. C'est tout ce que je peux dire. Alhamdulillah. Une femme le reprend vertement, elle n'est pas du tout contente. Un sentiment partagé au vu des applaudissements qui ont suivi son intervention. Tout en juin se trouve à Moutsamoudou en ce moment. Numakele, de Moni, la cuvette Koki, tout en juin est là. Il y a ceux qui auront du riz et ceux qui n'en auront pas. Donc comment me réjouir? Je suis même triste. Les dirigeants de l'ONICOR, la société d'État chargée exclusivement d'importer le riz populaire, n'ont pas souhaité s'exprimer. Toujours est-il que la distribution des quelques 800 tonnes de riz a déjà commencé. Et pourtant, quelques heures plus tard, la tension est montée d'un cran du côté de Mironti, une localité située entre Mtsamoudou et Ouani. Des échauffourées ont eu lieu entre la population et les forces de l'ordre. Les habitants réclament d'être livrés. Ils ont enflammé des pneus sur la route. Alors, on va directement voir sur place Faiza Souley Youssouf, notre correspondante. Faiza, bonsoir. Alors, est-ce que la population de Mironti a obtenu gain de cause ce soir ? Alors, est-ce qu'elle a obtenu gain de cause? Oui, mais bon, du riz a été vendu, mais de façon pour le moins désorganisée. En fait, loin de calmer les esprits,
L'arrivée du riz ce mercredi et sa distribution ont ravivé les tensions. Résultat, vers les côtes d'Ichétol par exemple, la route est de nouveau bloquée à Moutsamoudou au moyen de pierres et de gravats. Les gendarmes interviennent rapidement avec une voiture plantée au milieu de la voie publique et surtout à plusieurs reprises, ils font usage de bombes lacrymogènes. Pourtant, l'ONICOR avait décidé de distribuer du riz à Mironti, d'où étaient parties les hostilités ce matin pour calmer le jeu. Le riz y est naturellement rationné. Un sac de 25 kilos, payé 20 €, à partager entre 2 personnes. Le camion est littéralement pris d'assaut par les habitants. Les gens se sont dit à tort ou à raison qu'il n'en aurait pas pour tout le monde. Le conducteur du camion, sans prévenir le danger, fut vers Moutsamoudou. En représailles, des jeunes bloquent l'accès vers la capitale, à la frontière avec Mironti. Merci à vous, Faiza Souley Youssouf, pour ces précisions. Faiza Souley Youssouf qui est avec Ibrahim Youssouf. Et pour aider leurs proches, la diaspora comorienne de Mayotte s'organise aussi afin d'acheminer des produits de première nécessité vers l'île voisine, en Kwassa, mais aussi par les voies légales comme ces passagers du Maria Galanta. Nombreux sont ceux à sacrifier leurs bagages pour aider en jouant. Chafanti Alibako et Assadi Razafitseno. C'est un balai incessant. Devant le comptoir d'enregistrement du Maria Galanta, les sacs de riz ont remplacé les bagages à destination des Comores. On envoie du riz, des pâtes, de la farine, du sucre. Il manque de tout là-bas. Tous ceux que nous appelons nous crient à l'aide. Ils nous disent qu'il n'y a rien. Ils survivent. Je vais juste ramener des pâtes et des vermicelles et c'est tout. Les passagers ont droit à 40 kilos de bagages en soute. Rasmi a sacrifié ses affaires personnelles au profit de 100 kilos de riz. Elle est obligée de payer l'excédent et l'addition est salée. Ils nous ont dit que le kilo est à 2,50 €. Ce riz, ils veulent nous le faire payer à nouveau une fois arrivé à Anjouan. On ne sait pas ce qui se passe. C'est du business. En tout cas, on souffre. On achète un sac de riz à 27,50 €. Au final, on se retrouve à payer 70 € et une fois en juin, encore 15 €. Pour 20 kilos, ça peut donc aller jusqu'à 100 €. Certains viennent ici pour envoyer des colis alimentaires à leur famille, payés à 3,50 € le kilo pour une distribution incertaine. Ces colis, quand ils arrivent, on doit être très prudent. Il y a trop de magouilles, certains sont subtilisés. Des colis disparus, dérobés ou surtaxés à l'arrivée, beaucoup ici dénoncent le problème. La compagnie maritime SGTM décline toute responsabilité. Cela relèverait des douanes comoriennes. On reste dans la région avec ce phénomène qui prend de l'ampleur du côté de la Réunion, celui des chiens errants. Les éleveurs de cerfs de la plaine des Cafres sont particulièrement touchés et aujourd'hui, ils se plaignent auprès des autorités. Regardez ce reportage de nos confrères de Réunion la Première. Les chiens font des attaques structurées, c'est-à-dire ils se mettent en ligne et ils poussent le troupeau vers le bas de la clôture. Ces attaques qui durent depuis plusieurs années sont de plus en plus organisées et meurtrières. Le poteau a cédé et les animaux ont essayé de fuir et ont explosé le grillage, les biches. Les biches sont passées à travers la clôture pour pouvoir passer dans l'enclos. Elles ne sont pas blessées là? Elles sont, les trois qui ont traversé la clôture, elles sont mortes. Dans cette exploitation de la plaine des Cafres, près d'une centaine de cerfs ont été tués par des chiens errants. Paul Payette tire la sonnette d'alarme une fois de plus, mais il estime que les pouvoirs publics ne l'entendent pas. Au bout de 5 ans, on a atteint nos limites. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et la faillite de nos élevages, elle n'est pas liée à une mauvaise gestion de l'éleveur. On culpabilise, on infantilise les éleveurs, on stigmatise les éleveurs, alors que pour une fois, et c'est malheureux à dire, pour une fois, la faillite de nos activités, nos deux activités aujourd'hui, elle est liée au laxisme des pouvoirs publics. Alors que nos élus ont les moyens d'intervenir, le maire notamment à travers le code rural, l'article 211 du code rural, est responsable de la sécurité, de l'errance animale et de la divagation. Alors qu'au tampon, comme beaucoup de communes à La Réunion, nos élus ne s'engagent pas. Un peu plus loin, sous une fougère arborescente, une tortue géante âgée de 25 ans est en train de pourrir, victime elle aussi des chiens errants, nourris non loin de là sur un parcours de santé. Paul Payette a investi ici toutes ses économies, plusieurs milliers d'euros, et cela n'aura servi à rien. Pourtant, cet élevage de cerfs est une entreprise tout à fait viable.
On essaie de défendre ce qu'on a investi. On a investi beaucoup de temps, on a investi de l'argent. Humainement parlant, c'est devenu difficilement supportable. Et c'est s'avouer vaincu qui reste le plus difficile. C'est qu'au bout d'un moment, on se dit stop, il faut qu'on lâche prise parce que ça ne sert plus à rien de continuer dans un contexte pareil. Enfin, Paul Payette doit faire face à des appels et des mails incessants qui sont de véritables menaces de mort à son encontre. Dans l'Hexagone, c'est ce soir que doit avoir lieu la rencontre entre les présidents des collectivités d'outre-mer et Emmanuel Macron. Une invitation qui fait suite à l'appel de Fort-de-France lancé par ses élus en mai dernier. Mais le choix du dîner ne fait pas l'unanimité. Certains élus auraient préféré des réunions de travail avec des réponses fermes sur plusieurs problématiques propres aux Outre-mer. Alors ce soir, tous comptent parler d'une même voix face au président de la République. Une émission spéciale sera consacrée justement à cette rencontre et ce sera demain sur notre antenne. La flambée des prix est aussi une préoccupation majeure en Outre-mer dans le secteur de l'habillement. La hausse des matières premières, du transport et l'énergie a des répercussions sur le prix des habits, mais des enseignes comme Kiabi, Primark ont décidé de faire face. Elles s'engagent à ne pas toucher aux tarifs sur certains vêtements. Regardez. Des t-shirts pour enfants, des robes ou des vestes pour adultes dont les prix n'augmenteront pas malgré l'inflation. C'est la promesse de plusieurs enseignes d'habillement, comme Primark ou Kiabi. Les tarifs d'une partie de leur collection automne-hiver resteront bloqués. Un soulagement pour ses clients. Quand on a des familles de 4 personnes, ça devient un peu compliqué. Avec toute la crise qu'il y a autour de nous, carburant, tout ça, on essaye d'aller au plus bas. Surtout pour les enfants. C'est un sacré budget comparé à nous. Nous, on peut se restreindre. Mais les enfants, on est obligé. Dans cette boutique premier prix, 140 vêtements n'augmenteront pas ces prochains mois. Donc voilà un exemple de prix bloqué, 5 € le sweat. Sur les 140 produits, c'est essentiellement des produits basiques, essentiels. Vous avez des produits aussi de mode. C'est des articles qui sont produits en grosse quantité, en grande quantité. Donc du coup, oui, on baisse notre marge. Rogner sur leur marge pour garantir ces tarifs avantageux. Une nécessité pour ces marques d'entrée de gamme si elles veulent conserver leurs clients face à la flambée générale des prix. On a un impact beaucoup plus fort quand on est positionné sur les entrées de gamme, sur les premiers prix. Un polo, par exemple, qui va passer de 9 € à 11 €, il est évident que l'impact psychologique pour le consommateur va être beaucoup plus fort que sur le milieu de gamme ou éventuellement sur le luxe accessible, voire le moyen haut de gamme. Des opérations de blocage des prix encore minoritaires dans le secteur. En 2022, les tarifs affichés dans les enseignes de textile devraient grimper de 10% en moyenne. C'est un parcours parfois périlleux que doivent emprunter les élèves du Nord depuis la fermeture du pont de Dzoumogné aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Le transport scolaire est perturbé dans cette zone. Alors comment ces scolaires vivent-ils ces perturbations? Anastasia Laguerra, Maolida Buenaheri. Il est 5 h du matin. Ce bus fait demi-tour au niveau de la station-service de Dzoumogné. Il vient de déposer des élèves se rendant dans les établissements du Nord. Le pont ayant été incendié en juillet dernier, les jeunes doivent désormais passer cette rivière avant de remonter dans un autre transport. Ce nouvel itinéraire, du pain béni pour les bandes armées. Le lieu a d'ailleurs été le théâtre de caillassage à la rentrée. Un trop-plein pour ces adolescents. On vient ici, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas un endroit qu'on asseoir et il n'y a pas un endroit qu'on boit de l'eau. Avant, je prends le bus au collège, mais vu le changement, je dois prendre cette route. Mais cette route, le matin, c'est très dangereux. Vous êtes réveillé depuis quelle heure? 3 h du mat. On arrive chez nous à 19h, comme ça, à 20h. Après, on dort dans des cours, c'est pas bien, genre. On peut partir de chez nous à 5 h du matin. Mais rester ici jusqu'à 6 h, voire 7 h avant d'avoir un autre bus, c'est fatigant. Risque d'agression, retard des transports ou encore manque d'abribus sur ce point de ramassage. Les différentes parties prenantes du dossier se disent conscientes de ces difficultés. Il faut affiner le plan de transport pour qu'il n'y ait plus de retard pour les élèves. En tout cas, on met tous les moyens pour que les bus soient présents et transporter les élèves dans leurs établissements. Les retards sont dus
à des travaux sur les infrastructures routières, notamment à la rénovation de la route à Koungou. Si on regarde un peu plus loin du côté de Soulou, on se rend compte également que les travaux qui sont là ralentissent la circulation et ralentissent les bus. Différents scénarios ont été étudiés et le meilleur compromis effectivement que nous avons tous trouvé ensemble, donc le conseil départemental et Transdev, donc a été de réaliser ce cheminement piéton. En octobre prochain, le pont Bélé devrait être opérationnel. Il promet d'accueillir jusqu'à 40 tonnes contre 19 auparavant. En attendant, collégiens et lycéens devront s'accommoder de cette situation. Ils sont 1600 à se croiser ici chaque jour. Et ce soir, votre émission Kalawadala fait sa rentrée dans ce premier numéro de la saison. Kalaktoumi Abdiladi aborde les enjeux de la rentrée scolaire justement dans notre île où les problématiques sont nombreuses. Manque de salles de classe, surpopulation scolaire, manque d'enseignants, violence et l'excellence à l'école. En ligne de mire, la visite prochaine du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Les associations de parents d'élèves et syndicats seront face à la classe politique et aux représentants de l'État dans cette émission. Il est au port de Longoni depuis hier. Il s'agit du 3e hélicoptère présent sur le territoire, après plusieurs mois d'attente. L'appareil est arrivé à Mayotte. Il va servir notamment pour le transport de charges et diverses missions en cas de feu de forêt, mais également au vol touristique. Reportage d'Ilona Youssoufa et Farouseni. Il est 6 heures passées au port de Longoni. Henli Abdallah Djaha ne voulait en aucun cas rater le transport de l'hélicoptère qui l'affrète à une société réunionnaise. C'est un grand soulagement déjà de voir que l'hélicoptère est arrivé à Mayotte. Puis derrière, tout ce qu'on va pouvoir faire avec cet hélicoptère sur l'île. Quelques minutes plus tard, le convoi s'élance pour prendre la direction de l'aéroport en petite air. L'opération se déroule sans encombre. Une fois arrivé à destination, place au déballage de l'appareil. Un écureuil AS350B2, flambant neuf aux couleurs du département, capable d'accueillir jusqu'à 6 passagers. Ce qui change pour moi, c'est pouvoir proposer l'activité parachutisme aux Mahorais et les gens qui sont de passage à Mayotte tout au long de l'année. Et ça, c'est une avancée qui est pas du tout négligeable dans les projets de développement de mon activité sur l'île. Saut en parachute, vol touristique, mais pas que. L'hélicoptère servira pour diverses missions. Il y a 2 hélicoptères qui volent aujourd'hui pour l'hôpital, pour les Mahorais. Et l'objectif était en effet, il y a un besoin d'un autre hélicoptère pour des missions autres, plus spécifiques. Il y a tout ce qui est parti avec les professionnels sur place, dans le BTP notamment, et d'autres niches spécialisées. Nous avons rencontré donc ici le SDIS. On sait, nous, de par notre expérience, qu'un hélicoptère, un outil tel que celui-là sur Mayotte sera très impactant pour maîtriser les feux. Il n'a pas encore ses hélices, mais une fois les dernières pièces assemblées et les dernières vérifications réalisées, l'équipage effectuera le vol technique d'ici quelques jours avant la mise en service effective le 14 septembre prochain avec un premier saut en parachute. De beaux moments en perspective. Voilà pour ce soir. Dans un instant, votre météo. Et je vous retrouve tout de suite après pour le journal en mahorais.